Salut à tous, bienvenue pour cette troisième émission de Vite à Vie, une émission de 60 minutes où j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes qui ont vécu quelque chose qu'elles ont décidé ou alors qu'elles ont subi. Et comment, tout simplement, elles ont cheminé dans ce moment de vie, comment est-ce qu'elles ont réussi à arriver là où elles en sont aujourd'hui. Alors, on va recevoir tout simplement dans la première partie Philippe Gouron, qui est le créateur, entre autres, du blog Enquête de Bonheur. Il est aussi musicien, il est aussi écrivain, enfin bon bref, photographe. Vous allez voir une palette à lui tout seul de plein de couleurs. La deuxième personne qu'on va recevoir, c'est Olivier Guérin. Donc Olivier Guérin aussi a changé de vie pour être coach maintenant. Et il a aussi changé deux pays. Il est parti de France pour venir au Québec il y a plusieurs années de ça et s'est installé. Donc voilà, vous allez voir un petit peu son cheminement, ses doutes, ses moments d'avancement et puis ses choix de vie qui l'ont amené lui aussi là où il était et les clés qui lui ont servi tout simplement à avancer. Alors sans plus tarder, nous allons rejoindre notre ami Philippe Gouron qui va parler tout simplement de sa vie et des passages faciles et moins faciles. Allez, à tout de suite, bon visionnage. Bonjour Philippe. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur cette interview d'une trentaine de minutes. Avant de commencer cette interview justement sur Vie ta vie et puis les changements qu'il y a autour des différentes vies que tu as pu avoir, je vais juste me permettre de te présenter et puis de lire tout simplement ta bio. Et puis tu pourras la compléter si tu le souhaites. Alors, tu es né donc le 1er janvier 1962. Depuis ta naissance, tu as pratiqué de très nombreuses et variées activités professionnelles. On va en parler d'une dernièrement que tu viens de lancer. Tu es actuellement fondateur justement du récent blog Enquête de Bonheur qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Tu es aussi photographe professionnel depuis plus de 15 ans, directeur d'e-publication, web marketeur et vidéaste. Tu es aussi passionné depuis le début des années 90 par le développement personnel. Tu as vécu à cette occasion une retraite de près de 10 ans et on va justement en parler dans le cadre de cette émission. Tu pratiques la méditation et tu as un petit faible pour le décodage biologique et surtout pour le chocolat. Tes passe-temps favoris sont la randonnée en montagne. Et d'ailleurs, il y a une très très belle vidéo dans les Pyrénées d'interview que tu fais en très très belle qualité, je vous invite à aller la voir. Tu es aussi passionné de la natation et de la lecture. Enfin, c'est depuis l'âge de 16 ans que tu fais de la musique. Tu es aussi auteur, compositeur et interprète. Et les deux instruments privilégiés que tu utilises sont des instruments à cordes, à savoir la corde vocale, enfin les cordes vocales et ta guitare. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? On va essayer de pas s'y perdre en tout cas. Non, oui, bien sûr, il y a plein d'autres choses qui pourraient mais je pense que là c'est bien cerné. Allez, on va pas épiloguer, on va rester au moins là-dessus. Okay, ça devrait super. suffire. Parce que t'es un monsieur à multiples facettes, mais on va partir sur ça. Alors, dans le cadre de l'émission, tu vas nous parler tout simplement de ton passage où tu as quitté le monde de la matérialité pour te retrouver dans le monde spirituel, un changement à 180 degrés de ta vie à l'époque, et avant simplement de revenir à un équilibre entre justement ces deux mondes. Et moi, la première question que j'ai à te poser par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette aventure, de changer justement de monde, de passer de ce monde matériel à ce monde spirituel? Alors moi, je pense que ça s'est fait, je dirais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, assez naturellement. Pour résumer, en fait, après mes 16 ans, je suis rentré dans l'armée de l'air. J'ai fait les écoles d'apprenti mécanicien de l'armée de l'air et j'y suis pas resté très longtemps puisque c'était pas la tasse de thé en réalité d'un artiste tel que sur la piste laquelle je me lançais, qui était effectivement la musique. Et 5 ans après, j'ai travaillé, j'ai quitté l'armée de l'air et je me suis retrouvé donc à faire un travail qui n'avait strictement rien à voir, qui était donc d'électricien auto avant de devenir chauffagiste, pour te dire. Okay, Donc voilà, oui, c'était pour oui. rajouter des petites choses.
J'ai donc juste derrière rebasculé dans la musique parce que c'était vraiment une passion. En 1988, j'ai fait un disque, un 45 tours en France qui s'appelait, sous le nom de Philippe Desormes, qui s'appelait Ailleurs et ici avec une certaine Pauline Esther au cœur. Et ça avait super bien marché, sauf que je vais pas dire que la vie m'a mis des bâtons dans les roues, mais il y a eu un petit problème avec l'éditeur et le producteur, entre eux, hein, pas avec moi directement. Et la promo qui démarrait fortement, bah, elle a chuté aussi vite. Dommage. Et j'ai basculé à ce moment-là, oui, dommage. Et j'ai basculé, enfin dommage, je ne sais pas, peut-être pas aujourd'hui. Voilà, c'est une opportunité. Voilà. Et en fait, j'ai basculé dans la vidéo, puisque à ce moment-là, j'avais réalisé mon propre clip vidéo sur le titre Ailleurs et ici, qui passait sur Boulevard des clips en France, hein, sur M6. Et en fait, j'ai basculé totalement dans la vidéo en créant en 1989 une société de production vidéo où je faisais du film d'entreprise et du sport extrême, notamment la spéléologie que j'ai pratiqué aussi 15 ans. Donc voilà, on peut rajouter aussi différentes facettes. Et en fait, en 91, on arrive au moment de la bascule. En fait, j'expliquerai peut-être plus tard pourquoi cette bascule, enfin ce que j'en ai retiré, ce que j'en ai compris en tout cas et analysé. En 91, j'ai eu le dépôt de bilan de mon principal client, qui était une entreprise dans la construction offshore sur Marseille et qui a emmené 130 entreprises dans son sillage. Moi, j'étais une petite entreprise. Elle me devait quand même à l'époque une somme assez considérable qui représentait pratiquement 400 000 francs. Je ne sais pas si on pourrait faire des comparatifs aujourd'hui, mais en 91, c'était quand même assez énorme. J'étais en entreprise individuelle et je me suis retrouvé endetté avec les huissiers qui venaient me voir, la copine qui partait, le pied dans le plâtre et tout ce qui favorise effectivement la possibilité d'un changement de vie. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est tout simplement en avril 91, un matin, j'étais assis dans mon lit, je lisais, moi qui ne lisais très très peu, hein, j'étais pas un lecteur, j'étais passionné de musique, de plein de choses, je faisais beaucoup de sport, et j'étais en train de lire quand il m'est arrivé quelque chose d'assez particulier. C'était dans ma tête, j'ai l'impression d'entendre une voix dans ma tête, et 3 mois après, je me retrouvais dans un groupe communautaire, une secte avec un gourou. Et c'est comme ça qu'a changé complètement ma vie. C'est-à-dire que je suis passé dans une volonté, des velléités de réussite professionnelle artistique en réalité, entre le cinéma, la musique ou le sport, à quelque chose de totalement spirituel, en pratiquement en lâchant tout le reste. Hein. Il n'y avait plus vraiment de continuité. Voilà comment c'est arrivé en tout cas. Hein. Assez rapidement, ça a été fulgurant. Et non pas, je dirais que peut-être ma situation à l'époque pouvait expliquer effectivement des manipulations qui m'auraient amené vers une secte. En tout cas, ça a été mon choix et seul choix, puisque personne n'est venu me proposer de rentrer dans tel groupe, telle communauté, etc. C'était un choix délibéré en tout cas. Hein. Ça a été vraiment une cassure en fait avec tout ce monde matériel que tu avais là, où ça bougeait. Hein. Et puis justement ce passage. Donc tu disais le matin, tu t'es retrouvé dans ton lit en train de bouquiner et puis il y a ça qui est arrivé. La suite, ça a été quoi? Parce que bon, se retrouver dans une secte avec un gourou, voilà, ça tombe pas tout de suite des arbres hein, comme les pommes. Ça a été quoi le cheminement? Alors le cheminement, il a été vraiment très rapide. Hein. Dans les jours qui ont suivi, j'ai lu quelques livres, même pas. Je pense que j'ai peut-être même lu un seul livre. Et si je ne me trompe pas, c'était le livre tibétain de la vie et de la mort. Et je m'étais dit waouh, tiens, je vais partir là-bas pour voir. Et puis en fait une petite voix m'a dit, la mienne, hein, je me suis dit t'as 400 000 francs de dette, il va peut-être pas falloir partir cuicui dans les petits oiseaux. Et donc je me suis dit non, il faut quand même que tu restes du moins en France pour essayer de résoudre quand même les problématiques que j'avais à cette époque-là, à ce moment-là. Et j'avais eu une copine que j'avais rencontrée quelque temps avant, qui m'avait parlé effectivement d'un groupe qu'elle côtoyait, qui faisait de la méditation, enfin des tas de trucs, etc. Que j'avais rencontré 5 mois auparavant, mais quand je les ai vus, j'étais parti en courant. C'était le 1er janvier de 1991, et je suis vraiment parti en courant. Je me suis dit, c'est quoi cette secte? Ok. Donc déjà là, c'était clair dans ta tête.
c'était totalement clair dans ma tête. Et bien, en fait, après la lecture de ce livre, le fait de ne pas pouvoir partir à cause de mes problématiques matérielles, faire un voyage pour peut-être rencontrer des maîtres ou tout autre chose, hein, je ne sais Ouais. trop quoi, ce que j'aurais pu rencontrer là-bas en Inde ou au Tibet ou enfin du moins au Népal, j'ai décidé de remonter voir cette personne qui se trouvait dans ce groupe et j'y ai établi ma base et j'y suis resté en fait. Voilà, Ok. c'est assez hallucinant parce que 5 mois avant, je le voyais comme Ah une oui, tu secte. l'avais, ouais, clairement là. Et donc du coup, t'es resté 10 ans quand même dedans. Alors absolument, je suis resté de avril 91 à, on va dire, début 2001, en faisant plusieurs voyages. Alors, je n'ai pas vécu à 100% en communauté. Hmm. C'était un groupe communautaire hein, qui vivait 24 heures sur 24 ensemble, mais j'ai été obligé, de fait de mes problématiques matérielles, de faire des allers-retours de temps en temps pour aller résoudre ces problématiques. Et j'ai eu donc un super poste à l'époque où, pour dire encore, c'est à rajouter aussi sur le fait sur mon Sur radio, cursus ouais. professionnel où j'ai été responsable des ventes de remontées mécaniques D'accord. pendant près de 3 ans et ça m'a permis de régler mes problématiques financières en tout cas à l'époque. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Donc du jour au lendemain, enfin, en 3 mois, tu t'es retrouvé donc de l'opulence matérielle au dénouement le plus complet à vivre dans une communauté. Comment ça se passe le changement là dans ce cadre-là où justement dans une communauté, bah voilà, il y a, on va dire, c'est le strict minimum. Alors oui et non, je vais reprendre le fait que je n'étais pas dans une opulence financière du tout. J'étais Matériel, ouais. dans une même pas matérielle, Même hein, pas. D'accord. c'était vraiment une recherche. C'est pour ça que enfin il est important que je le signale puisqu'en fait ça a été la compréhension de ma bascule par la D'accord. suite, Ok. hein, ce que j'ai pu en analyser. C'est qu'en fait quelque part j'ai essayé de réaliser mon ego qui essayait de s'assouvir dans le monde de la matérialité du fait que je n'y arrivais pas, je l'ai basculé dans la D'accord. Ok. spiritualité. Voilà, je dirais quelques années après ma sortie de la secte où j'ai pu vraiment voir tout le processus. Donc en fait, ça s'est super bien passé dans la secte puisqu'en fait c'était un groupe communautaire avec des gens D'accord. adorables. J'ai commencé à étudier énormément et pas nécessairement que les enseignements du gourou à l'époque puisque je lisais énormément, j'ai pratiqué yoga, méditation, je me suis cultivé énormément, j'ai appris beaucoup sur les traditions, les religions, etc., etc. Euh, donc c'était très riche, hein, c'était vraiment c'est expérience à refaire. Je le referais dans les mêmes conditions, dans le sens qu'effectivement ça m'a apporté quand même énormément de choses. D'accord. On va pas cracher dans la soupe, même si c'était une secte, même s'il y avait des problématiques par la suite que j'ai découvertes et qui m'ont permis de sortir de ce mouvement. J'ai quand même appris D'accord. Ok. énormément de choses. Donc t'en as tiré justement, c'était une des questions. T'en as retiré quoi justement de ce passage de, ok, j'étais dans ce monde matériel, je suis passé dans cette secte. De toute évidence, t'as appris un certain nombre de choses. Et puis après, tu es sorti de cette secte pour revenir sur un monde plus matériel, plus équilibré en fait entre les deux. Alors Euh, en tout cas, oui, pardon, vas-y. non, non. Et donc comment ça s'est passé ça justement, ce changement-là aussi, pour repasser dans un monde un peu plus matériel, un peu plus équilibré entre les deux. Alors c'est marrant parce que en parlant maintenant, j'y avais même pas fait le parallèle, c'est qu'il s'est passé aussi violemment que ma sortie du matériel vers la Ok, spiritualité. C'est-à-dire que dans le groupe, je me suis retrouvé en confrontation avec le gourou d'accord. et de fait, ça a été assez violent puisque d'un coup, quand tu te retrouves avec pendant 10 ans avec près de 90 personnes qui sont des personnes adorables avec qui tu as une amitié mais très profonde et te retrouver du jour au lendemain avec ces mêmes personnes qui te rejettent, Ouais, je peux te dire que psychologiquement parlant, c'est une grosse claque et plus que ça. Et ouais. donc j'ai quitté en 2001, oui c'est ça ce groupe, et je me suis retrouvé quand même pendant près de 2 3 ans quand même dans des difficultés d'intégration et sociétale et un rapport avec la spiritualité que je rejetais l'un et l'autre en même temps parce que pendant les 10 ans j'ai rejeté aussi quelque part une partie de la société. Ouais. Donc j'étais vraiment dans une situation psychologique très complexe, très compliquée, qui a duré près de 3 ans. Mais j'ai réussi à cette époque-là, parce que je vivais donc à Ibiza à Ok. cette période-là, où j'y suis resté quand même quelques années, où je suis devenu effectivement, ça c'est en 2000, photographe professionnel, où je faisais des photographies de paysages et donc j'auto-éditais des collections de cartes postales de luxe. D'accord. Et j'ai eu 120 boutiques à peu près qui distribuaient mes cartes, donc ça m'a commencé un peu à m'équilibrer. Je gagnais pas une fortune, hein, mais Ok. suffisamment Mais pour, ça t'a remis pour le en pied vivre. le pied à l'étrier là.
Exactement. Et en même temps, Ibiza est une île qui est connue pour ça, puisqu'il y a eu beaucoup de mouvements de gens qui partaient en Inde, il y a eu beaucoup de gens qui ont côtoyé des maîtres spirituels, etc. J'ai rencontré une personne qui m'a mis dans les mains un livre d'un maître qui n'est plus de ce monde, hein, et en fait, ça m'a permis en fait de garder cette petite flamme qu'on peut avoir à l'intérieur et qui nous permet de garder ce cheminement personnel qui nous est propre, qui nous est Mhm. personnel, tout en m'équilibrant avec effectivement avec ce que je démarrais au niveau professionnel au travers donc de ces cartes postales et de la photographie. Donc en fait, j'ai trouvé un petit équilibre qui, petit à petit, je dirais même quand même assez rapidement, m'a permis de me restabiliser parce que cette sortie Ouais. violente de ce groupe-là était quand même assez complexe sur les débuts. Ouais, parce que justement, en effet, comme tu disais, c'était quoi, 80-90 personnes, une communauté dans laquelle tu étais vraiment très très intégré, et puis du jour au lendemain, pouf, tu te fais jeter, là, plus personne ne te parle. Psychologiquement, ça doit être quelque chose de dur à vivre. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu sur le moment? Bon, ok, là, il y a un down, mais comment est-ce que tu es sorti justement de ce down? Alors j'en suis sorti, je pense que c'est parce qu'en fait j'ai fait un travail quand même assez rapide sur moi puisque j'ai quand même travaillé pendant 10 ans donc j'avais quand même des réflexes. Ouais. Je suis aussi passionné, comme je le disais tout à l'heure, de décodage biologique. Bon, ça c'est mon petit dada, hein, c'est le rapport de la psyché au corps. Et effectivement, j'avais des problématiques qui venaient dans mon corps, qui me parlaient, hein, qui me donnaient des indications. Bon, c'est pas nécessairement ça qui m'a vraiment aidé. Je pouvais avoir une réflexion au travers de ça, mais c'est surtout le fait que j'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup regardé Voilà. ce qui s'était passé, et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ma bascule de la matérialité au tout matériel, au tout spirituel, était exactement le même processus. N'arrivant, en voyant que mon ego essayait de se réaliser. Mm. Alors je le dis parce que c'est facile. Ça faisait pas un an que j'étais dans ce groupe que j'enseignais déjà les enseignements du gourou. Pour dire, Ok. il y a quand même Oui, un personnage qui, hein, oui, c'est qui est ça, ouais. derrière tout ça, qui a envie de se réaliser. Donc en fait, mais je m'en suis pas rendu compte. Je me laissais moi-même avoir par mon propre jeu. Et en fait, c'est en m'asseyant vraiment de nombreuses fois, c'est vraiment une réflexion très profonde qui m'a amené à comprendre le processus, qui m'a amené sur ces deux schémas, hein, l'ego qui veut se réaliser et qui en fait ne s'est jamais réalisé de Ouais. fait. Et en voyant ça, j'ai dit il y a peut-être quelque chose à faire, donc tout un travail à reprendre, mais d'une manière beaucoup plus douce, Mm. euh, beaucoup plus encadrée peut-être, etc. Et puis voilà. Alors ça a pris quand même un peu de temps. Ouais, c'est ça, parce que tu es sorti donc en 2001, tu disais Oui, pendant 3 ans, c'est ça, oui, où deux, ça a trois ans, flotté oui. un peu là, entre les deux, donc tu as lancé cette notion de photographe de carte postale de luxe. Oui. Et puis après, comment est-ce que tu as continué à remonter la pente? Et puis Alors, comment cette spiritualité aussi, tu l'as vécue en parallèle? donc, j'ai remonté la pente parce qu'effectivement, professionnellement, je me reconstruisais. C'était pas non plus très violent comme travail puisque je Mm. travaillais vraiment 2, 3 mois par an à distribuer mes cartes et le reste du temps, je faisais de la photo dans des paysages de rêve. Ok, oui, Donc, ça incroyable. permet un peu de se stabiliser. Comme je suis un grand contemplatif, et ce métier, je l'ai pas choisi par hasard, Mm. ça m'a permis aussi de me restabiliser aussi. Et en parallèle, je lisais énormément je faisais beaucoup de lectures, mais liées. Alors là, je commençais à dériver un petit peu entre guillemets, dériver, c'est un bien grand mot, vers tout ce qui était spiritualité et développement personnel lié à l'Orient essentiellement, D'accord. hein. Donc le zen, la méditation bouddhiste, etc., Ok. etc. Et donc ça m'a vraiment appris à me stabiliser, en tout cas, et d'avancer pas à pas, tranquillement, et en regardant de plus en plus profondément dès que quelque chose me vient à l'esprit dans mes propres manipulations, Ouais. auto-manipulations, qu'est-ce qui jouait au travers de ça. Et donc c'est aujourd'hui beaucoup plus facile parce que dès qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sais qu'il y a aussi les pensées qui sont là en première et puis qui se Ouais. développent très rapidement. Donc c'est apprendre tout de suite à les regarder et pas se laisser emmener par ce jeu. Donc ça a mis après ça, c'est venu assez facilement, hein. Je veux dire, en 2005-2006, ça a commencé
à être beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple. J'ai déménagé à cette époque-là, 2006-2007, sur la région toulousaine, D'accord. où j'ai continué mon travail de photographe. Alors là, par contre, j'étais photographe de mariage, ce qui m'a Ok. permis de recontacter à nouveau de ce monde Ouais. matériel, et automatiquement de m'ouvrir à une autre, de m'ouvrir tout simplement moi-même, hein, en tant que personne qui était quand même assez isolée dans ces types de travail, déjà la photographie, mais aussi par mon comportement depuis tout Ouais. petit. Donc voilà, donc ça m'a réouvert un petit peu vers les autres, et puis voilà, donc c'est monté progressivement. En fait, je m'en suis pas nécessairement rendu compte, hein, je peux pas D'accord. le quantifier ou donner plus que ça, quoi. Sur cette période, est-ce que tu as vécu matérialisation, dématérialisation, rematérialisation, équilibre? Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce que j'en retire? Je pense que c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que souvent je rencontre des amis qui sont dans des quêtes spirituelles, euh, et je vois souvent les mêmes processus en fait, et j'ai l'impression qu'on est très nombreux, si c'est pas tous les êtres sur cette planète, dans les mêmes processus, ou alors on est dans des extrêmes qui sont liés à la survie, donc matérielle, ou on est dans des extrêmes qui sont liés aussi à la spiritualité, et on se regarde la société d'une façon un peu bizarre. Et ayant traversé ces deux étapes, je Ouais. me dis que beaucoup de personnes sont effectivement dans ces mêmes schémas. Alors je peux pas me permettre de dire, parce que c'est mon chemin, c'est le mien, et puis je ne peux prétendre à quoi que ce soit à part mon propre chemin et ce que j'en ai tiré comme expérience. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que beaucoup de gens sont amenés dans ces jeux-là, parce qu'en fait, je pense que essentiellement, on est construit avec notre ego, on est construit avec tout ce processus, et qui peut servir. Hein, Ouais. c'est pas quelque chose à rejeter, bien évidemment, mais qui fait le jeu autant d'un côté que de l'autre, et trouver un équilibre n'est pas souvent évident. Et je pense que c'est effectivement malheureusement dans la souffrance et dans les problématiques de vie qu'on peut se rendre compte de tous ces processus. Et ça, justement, par rapport à tout ce que tu as pu apprendre, ça t'a beaucoup servi pour le restant de ta vie, pour justement maintenant ce que tu es en train de mettre en place avec ce blog. Bah absolument, parce qu'en fait en fait je me suis rendu compte que je m'étais isolé aussi personnellement, que ce soit dans mes quêtes matérielles ou spirituelles, même si ça voulait toucher du monde, mais toucher du monde pour moi, vers Mhm. moi. Or aujourd'hui, grâce à ça, enfin grâce à tout ce processus et cette compréhension, j'ai eu des déclics qui ont dit mais non, mais c'est vers les autres que je veux m'ouvrir aujourd'hui, Mhm. c'est vers les autres que je pas nécessairement donner ma propre expérience, je peux la transmettre comme on est en Mhm. train de faire aujourd'hui, mais c'est faire un lien avec tous ceux qui ont des armes, des outils pour pouvoir permettre effectivement à ceux qui sont dans des problématiques de souffrance, de peut-être arriver à leur donner des clés pour solutionner leurs problématiques vers une quête un peu plus de bonheur, si je puis dire. C'est de là où est né Mhm. effectivement en quête du bonheur, hein, tout simplement. Mhm. On va revenir un petit peu sur Enquête du bonheur. Il reste encore quelques minutes. Tu parlais justement de clés à l'instant. Bah, je te propose, au vu de ton expérience, d'offrir deux ou trois clés justement sur ce que tu as vécu et puis comment avancer et cheminer dans sa vie. Waouh, Waouh. je suis piégé. Non, donner des clés. La première, effectivement, enfin, si je puis me permettre, c'est qu'effectivement, il faut, je crois, enfin, moi, j'ai acquis une expérience au travers la plus profonde, celle la plus profonde, et pourtant, j'ai appris des tas et des tas de choses. J'ai trouvé la méditation comme étant quelque chose vraiment de, enfin, pas simple, j'allais dire simple, mais en réalité, oui, c'est simple quand on a le processus vraiment, le bon processus, entre guillemets, pouvoir regarder ses pensées. Et quand on se rend compte que les pensées génèrent toutes nos problématiques de souffrance, mais c'est hallucinant. Et ça, je l'ai découvert il y a très peu de temps, alors que ça fait près de 20 ans que je médite, et je trouve ça mais vraiment magique. Alors moi, c'est vrai que, comme dirait un de nos coachs sur Enquête du bonheur, méditez les amis, parce que c'est vraiment quelque chose de très, de très fin, de très pointu, et qui nous permet de voir toutes les mécaniques justement de la souffrance, comment elle se génère, etc. On enlèvera peut-être les souffrances physiques, parce que là, elles concernent des choses beaucoup plus profondes et Mhm. difficiles. Comme disent les grands maîtres, d'ailleurs, c'est peut-être la problématique la plus, enfin, c'est le moment le plus difficile Ouais. dans la méditation que d'accepter la souffrance physique, hein. Alors ça, c'est peut-être voilà une première Une chose première clé, ouais.
voilà une première clé que je peux conseiller. En tout cas, du moins, elle m'a été énormément utile. Et pour voir aussi tout le processus égocentrique qui est derrière, qui est en fait ce qu'on est, ce qu'on a construit au travers de l'école, de notre éducation, et puis enfin de tous les processus que l'on connaît. Hein. Et on entend parler de plus en plus effectivement de méditation. Ça On en devient parle dans vraiment. les écoles. Ouais, aussi, voilà. Donc, et puis même, je vois avec le livre là, les trois amis en quête de sagesse là, qui, on les voit partout sur tous les plateaux. On a Christophe André qui est quand même psychiatre dans les grands hôpitaux parisiens, Sainte-Anne, etc. Ils arrivent à mettre la méditation au sein des services d'infirmiers, d'infirmières. Ça permet d'équilibrer. Je le vois dans les grandes entreprises aussi. C'est fabuleux. Alors, bien sûr, ça peut être pris, ça peut être dévié aussi pour des processus professionnels, mais peu importe. En tout cas, ça permet de faire aux gens de faire une première bascule et c'est génial en tout cas. Voilà. Il nous reste encore à peu près 5 minutes. Juste une petite clé encore supplémentaire rapide parce que tu as beaucoup d'expérience si tu le souhaites. Puis sinon après on partira sur quelle est ton actualité. Alors une petite clé, j'en ai tellement que je sais même pas laquelle pourrait venir dans l'immédiat. On va peut-être partir sur l'actualité. Okay. On va partir sur l'actualité. Non, je vais le dire. C'est que la réalité, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je n'ai pas envie de me positionner aujourd'hui grâce à avec l'actualité dont on va parler comme quelqu'un qui a bien sûr il y a ce vécu, mais je me positionne pas du tout comme quelqu'un. D'abord, je ne suis ni coach, ni thérapeute, ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une expérience qui m'est vraiment personnelle. Par contre, avec l'actualité dont on va parler, c'est la possibilité de mettre en rapport des coachs qui sont vraiment des personnes certifiées, des thérapeutes, des gens qui ont des expériences consolidées, je peux dire, qui peuvent apporter dans un cadre bien défini de l'aide à autrui. Voilà. Et c'est là où je vais me positionner justement. Justement, on va partir tout de suite sur ton actualité. Donc l'actualité à venir, on parlait du blog. Est-ce que tu veux bien nous en parler ? Alors le blog Enquête du bonheur qui est né il y a même pas un an et qui existe seulement depuis le 7 septembre 2015, donc ça a à peine 5 mois, c'est effectivement un blog qui sert à mettre en relation coach, thérapeute et des gens qui ont des expériences de vie au service de l'éradication de la souffrance de ce monde. Ça c'est pas beau. Voilà. Donc c'est participer effectivement à tout ce processus. Il y en a déjà beaucoup qui le font. Je fais faire ma petite part de colibri, comme dirait Pierre Rabhi, petite part de colibri qui permet effectivement d'éteindre l'incendie, en tout cas celui de la souffrance, si l'on peut, autant que faire se peut. Et donc en faisant intervenir des coachs, des thérapeutes et autres, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça c'est l'actualité immédiate. Le blog est en plein développement. Il y a une chaîne YouTube, il y a une page Facebook qui sont associées pour en parler. Voilà. Donc avec des articles, des vidéos aussi, effectivement. Voilà. Alors ça, c'est toute la partie artistique que j'amène justement au service. Voilà. J'ai pas vu de musique dessus. Est-ce que tu mets des compositions ? J'ai pas fait attention à ça. Alors non, je mets pas des compositions parce que la musique c'est pareil, elle me suit effectivement depuis 35 ans en tant qu'auteur, compositeur, interprète, chanteur et guitariste comme tu disais tout à l'heure, mais c'est vraiment maintenant à titre personnel et vraiment pour le plaisir. Et puis c'est des compositions qui sont plus proches de variétés françaises, donc pas vraiment des musiques qui iraient dans le cadre effectivement de développement personnel et de bien-être, puisque le blog parle on est sur 3 axes que sont le développement personnel, le bien-être et le travail. Voilà. D'accord. Bon, je vous invite à aller voir ce blog parce que vraiment, il est de très très bonne qualité. Et puis moi, j'adore les vidéos que tu fais. Elles sont en super haute résolution. Enfin, elles sont vraiment très fines et c'est vraiment splendide à voir. Je parle toujours de celle des Pyrénées. C'est vraiment splendide. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a des questions à te poser ? Donc, il y a le blog. Est-ce qu'il y a une adresse courriel ou un autre endroit ? Alors sur le blog, effectivement, on peut me contacter puisque je suis, je vais dire, le web marketeur de ce blog. J'ai un assistant qui est le webmaster, mais en écrivant à contact @en-quête- du-bonheur.fr, on peut m'écrire, donc en allant directement sur le blog, mais j'ai aussi une page, un profil Facebook, Philippe, en tapant Philippe Gouron, on me retrouve sur le profil, on peut me demander comme ami, j'ai aucun souci pour recevoir le maximum d'amis, et puis il y a bien sûr la page Facebook d'Enquête du bonheur, tout simplement, on peut me contacter par différents moyens, il n'y a pas de souci, on me retrouve sur LinkedIn, on me retrouve sur YouTube, enfin je suis un petit peu partout. D'accord, donc Philippe Gouron, Enquête
quête du bonheur, donc sur Facebook, LinkedIn et puis un peu partout. Philippe, oui, ça se termine là, je n'ai pas regardé l'heure. Merci beaucoup de l'interview, c'est passé rapidement. Ça a été un réel plaisir. Merci à toi, Alexandre. Je suis vraiment ravi. C'est la première et puis on va, je crois, se retrouver Oui, assez tout à souvent. fait. Oui, en plus ça, tu vas être animateur sur Radio Bien-être, donc c'est Voilà, d'autant plus un plaisir partagé. avec un Merci pur encore. bonheur. Ouais, merci encore beaucoup et puis à bientôt. Bye bye. À très bientôt et bah, le petit bonjour à tout le monde sur Radio Bien-être. Très heureux de faire cette première interview avec toi, Alexandre. À très bientôt. Bye. Merci. Ciao. Ciao. Alors, cette histoire vous a plu? En effet, hein, il y a eu beaucoup de choses, changement de vie. Vivre dans une communauté, c'est pas forcément des plus évidences, surtout quand tu quittes ces communautés et puis que tu te retrouves, voilà, sans plus de contact, alors que tu avais une relation très, très forte. Alors, vous avez pu voir, il vous a donné des clés par rapport à ça. Si vous vivez dans le même genre de situation, n'hésitez pas à le contacter. Il pourra vous partager des informations et ça lui fera certainement très plaisir, même pas certainement, ça lui fera très plaisir de pouvoir vous répondre. Alors, maintenant, on va pouvoir passer dans la deuxième partie, donc avec Olivier Guérin. Olivier Guérin, qui est coach, qui a créé donc changement de vie, bien évidemment. Il a déménagé, il est venu au Québec, hein, et puis il a créé aussi une association de coachs qui est aussi intéressante. Donc il va vous partager un petit peu son cheminement dans la vie matérielle, immatérielle aussi, un petit peu comme Philippe. Et donc du coup, voilà, il va vous expliquer tout ça. Sans plus tarder, je vais vous laisser regarder cette vidéo. Je vous souhaite une bonne vidéo, tout simplement. Allez, salut, à tout à l'heure, bye bye. Bonjour Olivier, Bonjour Alex. je suis très content de t'accueillir pour un interview de à peu près 25 minutes, un petit peu sur ton chemin de vie, sur un petit peu ce que tu as vécu et puis partager justement ce que tu as vécu et comment est-ce que tu as réussi. Avant de passer à cette interview en tant que telle, je vais passer sur ta bio et puis tu pourras rajouter un certain nombre de choses si tu le souhaites. Alors, Olivier, donc Olivier Guérin, tu es coach professionnel, auteur et conférencier. Tu es aussi formateur et instructeur de méditation. Il y a quelques années de cela, tu as décidé de changer de vie et puis d'écouter ton cœur. Tu as quitté ton travail et changé de pays. Et maintenant, tu es donc coach et dernièrement, tu as coécrit un livre qui s'appelle L'équilibre intérieur pour une vie d'abondance en accord avec les 4 éléments. Tu as aussi développé un réseau international de coachs qui s'appelle Coaching Équitable. Et ton objectif de vie est de contribuer à l'épanouissement rapide et concret des personnes à titre personnel et professionnel. Donc beaucoup de choses, beaucoup de mouvements. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose? En fait, c'est parfait ainsi, Alex. Merci beaucoup. Et tu as couvert l'ensemble. Et ce que je tiens à ajouter, c'est que tout cela ne s'est pas fait en une seconde et en un instant. Ça a été le fruit d'un cheminement et on va en parler dans quelques instants. Ok. Tu as écrit donc ce livre, L'équilibre intérieur pour une vie d'abondance en accord avec les 4 éléments. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Alors, ce livre est le résultat d'une collaboration avec une partenaire, Anne-Hélène Spillemont-Castellan, rencontrée pendant le parcours de coaching que j'ai suivi il y a quelques années. Et en fait, je cherchais depuis longtemps à apporter aux personnes une approche novatrice, universelle, qui rejoigne chacun et chacune pour faciliter justement les transitions de vie, les changements, la gestion émotionnelle, la réalisation de projets concrets. Et s'il y a quelque chose qui est incontournable aujourd'hui dans notre vie quotidienne, même professionnelle, ce sont les 4 éléments. Ils sont là constamment, tout le temps. Et s'il en manque un, si on en supprime un, on sait ce qui se passe. Ça se passe pas très bien, voire plus rien ne se passe. Et redécouvrir notre relation à ces 4 éléments et à leur dynamique qui composent nos attitudes, nos comportements, nos émotions, notre motivation, notre créativité, on peut justement développer une maîtrise avec ces 4 éléments et cette approche des 4 éléments pour s'épanouir et réaliser des objectifs de vie que l'on a, que ce soit pour une transition de carrière, pour ce soit pour redéfinir ses valeurs de vie, que ce soit pour changer de maison, acheter un nouvel appartement ou vivre dans un nouvel lieu qui nous convient davantage. Et ce livre apporte en fait des clés, un processus et des clés, des moyens simples, concrets et utiles qui peuvent être appliqués à chaque personne pour justement réaliser ces changements et bien sûr vivre une vie épanouie et en équilibre. Parce que
bien souvent, on tombe très souvent dans la performance. La performance, c'est bon, mais une surperformance non équilibrée, on arrive à ce qu'on appelle bien souvent aujourd'hui un burn-out. Mm. Où, oui, je peux travailler 80 heures semaine, réaliser mes objectifs, ok, et en même temps ne plus en profiter parce que mon corps a accumulé tellement de tension ou de stress que finalement, oui, j'ai beaucoup d'argent, oui, j'ai un nouveau lieu de vie, oui, j'ai ce que j'ai envie d'avoir, mais finalement, j'en profite pas. Ouais. Et donc, c'est comment arriver à profiter dans l'abondance et dans l'équilibre, ce qu'on souhaite réaliser. Et Ok. l'équilibre intérieur, en accord avec les 4 éléments, propose justement une approche novatrice, complètement accessible à tout type de personnes, jeunes, enfants, adultes, pour se familiariser et vivre une vie épanouie. Mm. D'ailleurs, on va faire une émission spécifiquement sur ce livre dans les semaines qui vont arriver. Donc on aura l'occasion de rentrer un peu plus en profondeur dans ce livre. Merci Alex, avec plaisir. Alors, je vais te poser une première question et puis on va rebondir un petit peu comme ça, hein. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette aventure? Alors cette aventure de transition, elle s'est faite progressivement, hein. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans comme cadre dans une entreprise de télécommunications internationales, des grands opérateurs télécoms mondiaux. Et effectivement, j'avais un bon statut social, un bon revenu, une vie sociale établie. Et effectivement, pendant plusieurs années, j'étais très content de ça, de réaliser de la performance, d'en profiter, d'acquérir des biens. Et petit à petit, cette satisfaction, ce plaisir s'est émoussé. Et ce qui s'est ressenti progressivement, c'était une forme de manque, un goût fade. Oui, j'allais au restaurant, j'avais des amis, je sortais, j'avais du plaisir, mais quelque chose progressivement au fond de moi n'était pas nourri. Et à cette époque-là, je vivais ce que j'appelle aujourd'hui dans une non-conscience, le fait que tout allait bien, mais en fait pas l'essentiel, pas le fondamental. Et ce fondamental, au fur et à mesure, il s'est révélé à travers, je dirais, un manque d'intérêt, une baisse de motivation, et ensuite vraiment l'impression d'avoir un goût fade par rapport au plaisir et aux joies de la vie, même avec une très belle situation et un confort social, Hmm. sécurité. Et ce besoin, ce manque s'est fait ressentir de plus en plus à un point que il ne pouvait plus être ignoré en fait. Au D'accord. début, c'était un léger ressenti, ensuite une intuition, et ensuite vraiment plus qu'une intuition, une certitude, une conviction que ça ne correspondait plus, la vie que je menais ne correspondait plus. Et ayant découvert, quand j'ai changé de pays, hein, je suis d'origine française, j'ai émigré au Québec en 2008, il y a donc 8 ans. Et en arrivant au Québec pour une relation amoureuse, pour une passion amoureuse, avec un nouveau travail, toujours dans les télécoms, cette passion amoureuse, comme toute passion, n'a pas duré. Et je me suis retrouvé effectivement dans un nouveau pays, une nouvelle culture, 4 mois après mon arrivée en plein hiver, avec un travail. Et c'est devenu un peu métro, boulot, dodo. Travail, routine. Et le soir, je rentrais et je me retrouvais à regarder la télé ou je dirais à ruminer un petit peu mon état, mais et bien sûr, avec le balancement, est-ce que je rentre en France ou je reste au Québec? Hmm. Et en fait, c'est une émission sur le bouddhisme qui m'a révélé les principes du bouddhisme et de la méditation. Et la personne qui exposait, qui parlait du bouddhisme, c'était entre autres Mathieu Ricard, qui est aujourd'hui Ok. très connu, Hmm. moine bouddhiste, philosophe et en même temps docteur en neurosciences. Et cette personne amenait justement la convergence de la philosophie de vie pragmatique du bouddhisme au quotidien avec des aspects très concrets à travers son approche scientifique. Et je me suis intéressé donc vraiment à cette notion du bouddhisme, à cette philosophie de vie, et j'ai découvert à travers cette initiation au bouddhisme, pas juste les enseignements et puis l'aspect, on pourrait dire religieux, mais plus la philosophie de vie pragmatique, hein, et une plus grande conscience de soi et une plus fine conscience de soi. Hmm. Et progressivement, en quelques mois et quelques années maintenant, parce que je continue, et j'enseigne d'ailleurs aujourd'hui les principes fondamentaux du bouddhisme, au pragmatique, hein, ce qui est apparu, c'est qu'en fait, à travers ce cheminement et cette pratique de méditation, et en fait un retour à soi, justement la redécouverte de ce soi et de ce qui nourrissait ce soi intérieur, et donc progressivement, j'ai négocié un départ dans mon entreprise dans laquelle je travaillais de télécommunications. Grâce à mes économies, puis merci au travail qui était réalisé, donc tout est bénéfique, hein, je ne regrette aucunement ces 15 années de travail. J'ai pris un congé sabbatique
je suis parti au Népal plusieurs mois, rencontrer Mathieu Ricard. J'avais des questions liées au bouddhisme, liées peut-être à une vie monastique, hein, plein de questionnements, en pleine ouverture. Et en fait, ce voyage, ce questionnement et cette démarche, toujours en lien avec ce qui m'aspirait profondément, en quête de nourriture intérieure, m'a amené à une plus fine conscience, connaissance de soi. Et ça, c'est vraiment l'un des éléments clés, fondamentaux, qui a permis, je dirais, d'orienter par la suite, au fur et à mesure de l'expérience et du voyage. Hein, ce voyage, il n'était pas programmé. Il y avait un cap, une direction globale, mais pas un but défini. Et je me suis donné l'ouverture d'aller avec cette intuition, parce que ce que je connaissais déjà ne me satisfaisait plus. Donc, ce que je connaissais ne pouvait pas répondre à ce qui me manquait. Et ce qui est apparu, c'est de me diriger vers un inconnu, vers quelque chose d'autre, avec l'espoir, l'espérance, l'envie d'y découvrir ce qui me manquait et ce qui était présent au fond de moi, mais que j'ignorais. Et donc, je suis passé, ce que j'appellerais d'un état de non-conscience, et pour moi, c'est très bénéfique, la non-conscience, dans le sens où tout ce que l'on fait sert, et à un moment donné, j'ai senti une sorte de manque, et je me suis passé d'un stade de non-conscience et progressivement à un stade, je dirais, plus conscient. Et ça continue encore. C'est la question que justement j'allais te poser là. Comment ça s'est passé ce changement par rapport justement à cette vie qui était une vie très très récurrente, un métier métro boulot dodo, et à cette vie où tu pars au Népal, tu rencontres en effet Mathieu Ricard, puis tu chemines par rapport à ça. Ce changement, comment ça s'est passé? Alors, je dois t'admettre que ce changement a été au début très perturbant parce que il y a changé et changé. Changer de voiture, changer d'ordinateur, on change d'environnement, ça prend quelques minutes ou quelques jours, et puis on s'y adapte. Changer de vie et se retrouver et se reconnaître en tant que personne, c'est très perturbant parce qu'on quitte des repères bien établis, ancrés en nous depuis des habitudes, depuis des années, pour aller vers quelque chose qui est nouveau. Et là, c'est très perturbant. Quelques semaines avant de partir au Népal, et pourtant j'avais quand même déjà une quarantaine d'années, je peux te dire que j'ai ressenti la peur, des frissons, un malaise intérieur, parce que je savais que j'allais quitter quelque chose que je connaissais pour aller vers quelque chose que je ne connaissais pas. Ouais. Alors certains appellent quitter sa zone de confort, et pour moi, ce que j'appelle plutôt ça, étendre sa zone de confort. On a déjà parlé dans d'autres. Ouais, et j'adore cette phrase-là. Oui, effectivement, la peur était ressentie. Oui, j'étais perturbé, et en même temps, je ne pouvais plus revenir en arrière. Donc en fait, c'était une ouverture à quelque chose d'autre et un élan de foi, un saut vers l'inconnu. Mais c'est pas un saut sans élastique ou sans filet. Même toute une expérience qui est là. Et je savais que il y a quand même un confort monétaire qui était là, une sécurité financière. Il y avait une expérience de vie. Et en même temps, c'est vrai que cette expérience de vie, elle était perturbée. Donc les éléments clés, comment ça s'est passé, ça a été effectivement un acte de foi, mais surtout un acte de foi en lien avec une authenticité intérieure. De reconnaître que quelque chose ne me correspondait plus. Et ça, ce qui ne me correspondait plus, ça ne veut pas dire que je ne pourrais plus le refaire, mais en ce moment, à cette époque, je ne voulais plus continuer à vivre ainsi. Simplement de le reconnaître. Et maintenant, par rapport au moment où c'est reconnu, quels moyens j'ai pour faire autre chose? Et donc, étendre cette zone de confort. Et ça passe effectivement par une période de perturbation. Et quand je suis arrivé au Népal, une fois sur place dans l'expérience, en fait, la peur, elle est souvent projetée. Quand on est vraiment dans la situation, on a une capacité d'adaptation et d'adaptabilité incroyable en fait. Alors pour chacun, elle est plus ou moins rapide, c'est ok, et en même temps, elle est tout le temps là, elle se manifeste. Comme là, dans cette interview qui est en live, je ne sais pas ce que je vais dire dans la prochaine minute, et en même temps, au moment où je le dis, quand je suis vraiment pleinement présent à ce qui se passe, à toi et l'expérience, ça se passe. Après, je peux y penser, ou quand je me mets à y penser, là, je peux avoir peur. Mais au moment où je suis avec toi, pleinement avec toi, eh bien, ça se passe bien. Et ça, c'est la deuxième clé. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, et puis Eckhart Tolle a eu beaucoup de succès à travers son livre « Le pouvoir du moment présent ». Quand on est vraiment pleinement présent à ce qui se passe, on peut être effectivement perturbé, mais ce n'est pas une peur paralysante qui vient nous bloquer ou nous restreindre. Ok, je suis perturbé, ok, j'ai du trac, ok, il y a de l'émotion, et en même temps, je sais que c'est là et c'est ce que j'ai à vivre et je vis ce que j'ai à vivre.
Effectivement, ce voyage, il a duré quelques années. Il s'est prolongé, donc un voyage de 3 mois au Népal, un retour à Québec. Ensuite, je me suis, par une personne, une amie qui m'a conseillé d'élargir encore mon horizon, je suis allé me faire coacher. Je connaissais pas le coaching, ou Ouais. juste le coaching sportif. Et j'ai découvert l'approche du coaching, l'accompagnement pour mettre à jour des propres ressources intérieures. Et ça a amené encore d'autres horizons. Et ça a renforcé et nourri cette conviction et ce sentiment de satisfaction intérieure. Et j'ai adoré ça. Comme j'ai adoré l'approche, j'ai suivi mon intuition, encore une fois. Mm. Et je me suis fait former, j'ai suivi tout le cursus de formation pour devenir coach professionnel. Sachant que pour moi, ce n'était pas la finalité, le coaching professionnel. Ouais. Oui, je l'exerce, j'en fais, mais pour ma part, ça s'inscrivait dans le cheminement de développement et de connaissance de soi. Et le coaching a été une approche, et reste une approche merveilleuse, magnifique, qui vient se compléter totalement sous un autre angle avec le bouddhisme, qui est une connaissance en conscience plus Mm. profonde, avec d'autres moyens, d'autres outils. Et les deux conjugués aujourd'hui m'amènent à pratiquer ce que j'appelle une approche de coaching d'impact, un coaching en conscience, un coaching d'impact en conscience, pour amener les gens à réaliser bien sûr leur intention, leur objectif, mais par quels moyens? Par les moyens bien sûr de l'approche traditionnelle du coaching et aussi une approche plus profonde de connaissance et de conscience de soi. Cette conscience de soi, aujourd'hui, quels que soient les domaines d'activité personnels et professionnels, c'est un élément, un socle fondamental pour se réaliser pleinement. Voilà. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Moi j'aimerais savoir par rapport à tout ton cheminement de vie, qu'est-ce que tu retires de ce choix de vie? Maintenant Alors, que tu as quand même du recul, que tu as ouais. vécu différentes choses, qu'est-ce que tu en retires? Alors déjà, la première chose, c'est que je ressens que ce cheminement, quel qu'était son parcours et sa durée, euh, je ne ressens aucun regret. Et ça, c'est important de le reconnaître, parce que, comme tu le sais, il y a plusieurs études qui ont été faites. Quelles sont les trois premières choses que les gens ont Ouais, quand leur mort arrive? Et ça, il y a plein d'études, et pour plusieurs personnes, la majorité, c'est de n'avoir pas fait ce que j'avais envie de faire. ouais, Alors, autant j'ai un idéal de vie, et ça reste un idéal de vie qui n'est pas encore réalisé, c'est un cap, hein. Alors pour certains, ça va être vivre au bord de la mer, avoir une famille, et ainsi de suite. Mais en tout cas, les actions sont là. Mais ce qui est le plus important pour ma part, c'est que quoi qu'il arrive aujourd'hui, quelle que soit ma durée d'existence, puis on ne sait pas quand ça va finir, je n'ai à ce jour aucun regret avec ce parcours qui est le mien. d'accord. J'ai apprécié tout ce que j'ai vécu. Et je mets un bémol dans le sens, je relativise. Apprécier, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été euphorique tout le temps. Et là, C'est c'est le ça, ouais. piège. Hmm. Là, je vais vraiment enlever un voile de il faut rester joyeux, c'est super. Non, ça n'a pas été super tout le temps. Ça a été difficile, il y a eu des peurs, il y a eu des Ouais. doutes, il y a eu des moments de perturbation. Et en même temps, ces moments, ils ont été traversés. Et aujourd'hui, j'en ai la satisfaction de les avoir traversés. Hmm. Et j'en ai appris énormément. Et ça me permet aujourd'hui d'accompagner et de mieux comprendre les personnes qui le souhaitent et de leur offrir des raccourcis, même s'il y a un temps nécessaire d'adaptation, un temps nécessaire de transformation, unique à chaque personne. Aujourd'hui, toute cette expérience et cette expertise, ça me permet de la transmettre, de pouvoir en faire bénéficier d'autres personnes. Et je n'ai aucun regret et je me sens très, alors, satisfait, mais en gratitude de ce parcours. Hmm. Et je me rends compte que ce parcours, il est unique à chaque personne. Et il n'y a ce n'est pas une question de distance, de durée. C'est plus une question de, est-ce que c'est pour moi correct? Est-ce que je me sens vraiment aligné avec ce que je fais? Est-ce Hmm. que ça me correspond vraiment? Et j'apprécie, ça me nourrit ce que je fais. Hmm. Et on peut se nourrir de doutes, de peur, d'inquiétude, en même temps qu'on peut se nourrir de satisfaction, de succès, bien sûr, et de pleine réalisation. Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis, hein, le fait de ne pas avoir de regrets, mais tout n'a pas été euphorique, et c'est ce que tu disais. Il y a eu des Ouais. moments qui ont été moins faciles que d'autres, mais quoi qu'il en soit, ça sert d'expérience, et puis c'est quand même positif quelque part. J'aime beaucoup l'approche que tu en fais. Euh, Par rapport encore à ce que tu as vécu, parce qu'il nous reste encore quelques minutes, Ouais. on va mettre à profit ça. Est-ce que tu pourrais te donner quelques clés, une, deux, trois clés sur ce que tu as pu apprendre, ce que tu as vécu, et puis ce qui t'a servi et ce qui pourrait servir justement aux auditeurs qui nous écoutent?
Alors, la première clé, c'est vraiment d'être présent à ce à ce qui se passe en soi, en fait. Bien sûr, on peut être très sollicité, et on est très sollicité par l'extérieur. On peut être conseillé, et on est constamment influencé par l'extérieur avec des très belles intentions, hein. Fais ceci, va apprendre ceci, ouvre-toi à cela, pense cela. Ok, c'est bien. Et c'est vrai que c'est inspirant et ça peut être un déclencheur. Maintenant, toutes ces sollicitations intérieures ne sont que des sollicitations, pardon, extérieures. Ce qui est le plus important, la première clé, c'est tiens, comment je me sens moi et qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Alors certains vont appeler ça de l'égoïsme, mais ce n'est pas de l'égoïsme juste je le fais pour moi et c'est juste pour moi et les autres ne comptent pas. Je le fais pour moi, pour m'épanouir et de cet épanouissement, de toute façon, les autres vont en bénéficier. Ma conjointe, les amis, la famille et ce que j'ai envie de donner au monde. Et comment j'ai envie de vivre ma vie? Dans une caverne, ok, c'est correct, si c'est ça. Et puis en fait, dans cette caverne, je n'embête personne, donc c'est ok. Ou est-ce que j'ai envie de vivre une vie plutôt publique ou de servir et de proposer aux personnes une expérience, une expertise pour faciliter le bien-être commun? Et c'est propre à chacun, chacun sa voie. Donc le premier conseil que je donne, c'est vraiment de poser son attention à ce qui nous anime, ce qui nous nourrit. Est-ce que ce que je fais me nourrit? Mais une nourriture pas juste physiologique, mais une nourriture en termes d'épanouissement, de satisfaction et de bien-être. Le travail que je fais, est-ce qu'il me porte, il m'épanouit? C'est se ramener en fait à soi, quoi. Qu'est-ce qu'on veut réellement pour nous? Première clé, c'est se ramener à soi. Et pour se ramener à soi, c'est de prendre un temps avec soi. Alors ce temps, il peut être à travers un journal, il peut être à travers de la méditation, à travers du coaching, à travers une discussion ou un échange, mais un échange avec soi profondément. Tiens, ma vie aujourd'hui, ok, je fais ceci, je fais cela, j'ai ceci comme confort. Comment je la vis et comment elle me nourrit cette vie? Est-ce qu'elle m'épanouit autant? Première question, ça peut être un questionnement, ça peut être un échange. Est-ce qu'elle me nourrit autant et vers quoi j'ai envie d'aller? Et pas seulement un quoi matériel, mais un quoi en termes d'attitude, de comportement, en termes d'identité. Qu'est-ce que j'ai envie de devenir dans 5 ans, dans 10 ans? Donc c'est se poser en fait des questions qui se ramènent à vraiment qu'est-ce qu'on veut réellement au final. Voilà, qu'est-ce qu'on veut réellement et comment je le ressens? Parce que le mental, il veut plein de choses, évidemment. Ça, c'est sûr, ouais. Célèbre, riche, bon ça c'est l'idéal. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être riche et célèbre ou plutôt vivre une vie heureuse, épanouie? Et cette vie épanouie, est-ce que je veux la vivre plutôt en relation avec des gens? Et quel type de personnes? Des handicapés, des personnes âgées, des enfants? C'est ça ces questionnements. D'accord. Plus d'aller avec. Et là, ça va s'orienter de fait. Ok. Et une deuxième clé aussi peut-être? Alors, la deuxième clé, c'est de se mettre en action. L'action. Ça c'est important. Hein. Ouais, l'action, alors bien sûr, se poser des questions, c'est une action, mais une action de comportement. Pourquoi? Dans l'action va se révéler toutes les potentialités. Et dans l'action va se révéler notre capacité d'adaptation et va aussi être un indicateur direct de tiens, ça, ce que je fais, ça me plaît, ça me nourrit ou ça me plaît pas. Je peux penser à plein de situations, je peux visualiser plein de situations où mon idéal de vie, oui, je vais être conférencier, je vais parler de telle manière à telle personne ou je vais vivre avec une femme magnifique. Ok, c'est bien beau, mais si je reste sur mon fauteuil, ça sert pas à grand-chose. Il y a de chance qu'une femme magnifique va venir toquer à ma porte ou je vais la croiser à l'épicerie. Ça peut arriver, mais combien de chances y a-t-il? Et comment je vais vivre cette attente aussi? Alors que, tiens, j'ai envie de vivre une relation épanouie avec quelqu'un, d'être en contact avec les autres, ben, ok, par quoi je commence concrètement? Alors si je suis un peu timide, je peux aller me former, prendre des formations, me renseigner avec des centres pour communiquer. Si je suis déjà un bon communicant et à l'aise pour communiquer, quel lieu j'ai envie de fréquenter? Et quels moyens je me donne pour aller fréquenter ce lieu? Et même si j'ai de l'argent ou pas de l'argent, il y a des lieux avec des rencontres gratuites, d'échanges, de partage, des centres communautaires, de loisirs. Ce n'est qu'une question d'option. Mais quels moyens je me donne en action et quelle est la première action toute simple que je puisse faire qui me rapproche de mon intention? Ouais. Superbe clé. En effet, passer à l'action. Donc première clé, introversion, savoir ce qu'on veut réellement par rapport à soi. Deuxième clé, passer à l'action. On a le temps pour une troisième clé, si tu veux bien nous en donner une, parce que j'adore les clés que tu nous donnes. Alors, l'action, et ensuite, dans cette action,
rester authentique avec soi-même. Je fais quelque chose, même si j'y ai mis beaucoup d'énergie, même si j'ai mis beaucoup de cœur, et je sens que au bout d'un moment, c'est pas tout à fait ça. Alors il y a le côté constance, persévérance, mais après ne pas confondre persévérance et puis effort contraint, se contraindre à parce que tiens j'ai investi $1000 ou j'ai investi 2 semaines ou 2 mois, ben, puisque j'ai fait ça, il faut que je continue. Le il faut. D'accord, ok. Est-ce que ça me nourrit, ça, ce que je fais? Et s'autoriser, donc la troisième clé, c'est s'autoriser à changer et s'adapter ou à chercher quelque chose d'autre. Alors le piège, c'est la fuite. Tiens, j'essaye 1 minute ou 2 ou une journée ou 2. Ah, c'est difficile, alors je change. C'est normal que un peu de persévérance, ça ferait du bien, oui. Un peu de constance, de pratique. Et là, dans cette pratique, encore une fois, en authenticité, revenir à soi, tiens, et de repérer ce que ça évolue plutôt dans le sens de l'épanouissement, ça me fait du bien, je découvre la chose, ou bon, j'ai essayé, c'est ok, mais bon. Et c'est là où, en toute authenticité, bon, je peux me donner encore un peu de temps, et puis quel temps je me donne pour continuer l'action, puis au bout d'un moment, si c'est pas ça, c'est pas ça. On a le droit de changer et on a le droit de chercher, et c'est une quête qui prend un certain temps. Et pour ma part, elle a pris beaucoup de temps, et ce rythme, il est propre à chacun. Et aujourd'hui, toute cette expérience et cette expertise, je propose justement de la condenser en respect du rythme de la personne, voilà, et de la partager, parce qu'il y a quand même des mécanismes fondamentaux qui apparaissent. Justement, c'est notre piège. On va y venir justement à ça. Là, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Donc, ces 3 clés, introversion, savoir ce qu'on veut, passer à l'action, et puis se donner le droit de changer, tout simplement. Exactement. Et puis de reboucler en fait et de revenir sur la bonne clé. Okay. Exactement. Merci pour ces 3 clés. Maintenant, quelle est ton actualité à venir? Alors, mon actualité à venir, donc, je me suis lancé donc dans ce que j'appelle le leadership conscient et la pleine conscience. Je lance des formations professionnelles aux intervenants, aux coachs professionnels, aux professionnels de la relation d'aide, psychologues, thérapeutes, pour intervenir en pleine conscience. Alors, intervenir en pleine conscience, c'est intégrer les apports de la pleine conscience pour justement générer plus d'impact avec les personnes accompagnées à travers la qualité de la relation, à travers une nouvelle forme d'écoute, à travers le développement de la maîtrise de la relation d'aide pour justement déceler plus rapidement, plus facilement les enjeux de l'accompagnement, de ce qui se passe dans la relation avec la personne, pour l'amener encore plus facilement et plus rapidement à ce qu'elle souhaite. D'accord. Donc là, c'est une formation que tu lances. Oui, le 23 et 24 avril 2016, ça sera à Montréal, au mois de juin au Québec, et je vais la diffuser aussi en France à travers des ateliers et des formations. D'accord. Et ensuite, je donne des ateliers mensuels de méditation et j'accompagne des leaders, des gestionnaires en conscience pour développer leur leadership en conscience. Et ça, que ce soit au Québec, en France, avec Skype, et de plus en plus de personnes me demandent justement d'intervenir et de les accompagner dans une meilleure conscience d'eux-mêmes pour performer autrement, différemment et en équilibre, et les amener aussi à développer des nouvelles compétences par eux-mêmes, des nouvelles ressources de leadership. Alors le leadership, il peut être bien sûr intégré en entreprise et il peut être par rapport à soi. Et pour ma part, ce que j'appelle le leadership conscient, c'est la capacité de s'auto-déterminer ce qui est nécessaire pour atteindre mes objectifs. On arrive vraiment à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a d'autres actualités, vraiment de façon très rapide, ou est-ce qu'on a fait le tour justement de tes actualités? Alors en termes d'actualité, c'est ok Alex, et puis ensuite c'est plus pour les informations, si les personnes souhaitent plus d'informations. Justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu peux nous donner les sites sur lesquels on peut aller avoir des informations justement sur tout ce que tu viens de nous dire? Alors le site principal d'information, il y a plein de ressources gratuites, c'est olivierguérin.ca, donc www.olivierguérin.ca. Et pour ceux qui en souhaitent de l'accompagnement mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir se l'offrir, il y a une deuxième ressource qui est coachingequitable.org, www.coachingequitable.org. Alors, la première ressource, olivierguérin.ca, il y a des ressources gratuites à télécharger, que ce soit des astuces pour le leadership conscient, revenir à soi, pleine conscience, et l'accompagnement professionnel et toutes mes activités. Il y a une infolette gratuite qui est diffusée aux 2 semaines. Et pour les personnes qui veulent spécifiquement du coaching et qui n'ont pas les moyens de se l'offrir,
coachingequitable.org. C'est un réseau de professionnels et on offre 5 séances à un tarif très modique à des personnes qui en ont besoin. Wow, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup Coaching Équitable et je le suis régulièrement. Olivier, ça se termine. Ça a été très rapide. Je te remercie beaucoup. De toute façon, on va se revoir justement pour l'émission concernant ton livre. Et donc, ça va être d'autres moments. Et puis, on aura l'occasion d'échanger à nouveau. Merci beaucoup, Olivier. Et puis, à très bientôt. Merci Alexandre et très belle fin de journée. À très bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye. Olivier Guérin, alors une personne avec un cheminement intéressant qui est parti sur son chemin de vie et qui a créé justement coachingequitable.com et donc du coup vous pouvez aller voir. Alors vous avez pu voir deux belles personnes pleines de qualités qui ont su justement amener au monde leurs clés, leur façon de voir, vivre des moments et puis faire face à ces moments. Vraiment de belles personnes. Alors, juste, je vais vous redonner quand même leur site. Donc, pour Philippe Gouron, tout simplement en-quête-du-bonheur.fr. Donc, en quête du bonheur, vous mettez les tirets entre chaque lettre. Et puis, pour Olivier Guérin, tout simplement, c'est olivierguérin.ca. Donc, vous pouvez les contacter sur ces deux adresses. N'hésitez pas à les contacter. Olivier est aussi sur le site trouverleboncoach.com. Si vous souhaitez avoir justement un coaching avec Olivier, et ben voilà, allez sur trouverleboncoach.com et puis vous allez trouver toutes ces coordonnées pour justement y accéder, tout simplement sur olivierguerin.ca. Voilà. La semaine prochaine, donc, on va avoir deux personnes aussi qui ont un chemin de vie très intéressant. On va avoir Jean-Marie Muller. Alors Jean-Marie Muller, ça fait plusieurs fois que je l'interviewe et j'adore cette personne parce qu'elle a un franc-parler qui est quand même plutôt très intéressant, qui décoiffe. Hein, voilà. Pour ça, il vaut mieux avoir les cheveux courts quand on le rencontre, mais j'aime beaucoup. Il va nous parler de son cheminement, de ce qu'il a vécu, son enfance et où est-ce que ça l'a amené, son côté spirituel aussi, et comment est-ce que ça se place, tout ça dans une vie. Et puis, on va aussi recevoir en deuxième partie Cindy Boiteau, qui a mis en place en fait un programme depuis un certain temps et qui elle aussi a changé de vie pour se consacrer complètement à son programme. Et donc elle va vous partager ça. Ça n'a pas été non plus facile tous les jours de quitter un emploi de fonctionnaire dans l'éducation nationale pour justement avoir sa propre compagnie. Mais maintenant elle s'en sort plutôt très très bien. Et puis elle va vous partager tout ça. Donc la semaine prochaine, Jean-Marie Muller et Cindy Boiteau. Allez, à tous, je vous fais tout plein de bonnes choses. Tiens, j'oubliais, si vous voulez réécouter cette émission qui a été faite en forme vidéo, vous pouvez la réécouter en cliquant sur le bouton réécoute. Vous pouvez aller aussi sur la chaîne YouTube, vous allez retrouver cette émission Vite à Vie, donc la 3e. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Vous avez le blog, bien évidemment, que vous pouvez aller vous balader dessus. Les articles commencent à venir là, tranquillement pas vite, comme on dit au Québec. Mais quoi qu'il en soit, ça se remplit de plus en plus. Puis sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller vous promener. Il y a beaucoup de vidéos qui sont faites par les animateurs ou en dehors des animateurs, des sélections qui sont prises aussi pour la radio. Une autre chose, livre à lire, donc l'autre émission que je fais. Là aussi, il y a une page qui est dédiée justement sur les livres autour du développement personnel. Donc, je vous invite tout simplement à aller jeter un petit coup d'œil dessus. Vous avez les vidéos qui ont été faites, les interviews qui ont été faites. Et puis, on est en partenariat tout simplement avec Amazon. Vous pouvez directement cliquer sur les livres. Si vous intéresse, vous les achetez. Si vous intéresse pas, en tout cas, lisez ne serait-ce que la bio. Et puis, vous pouvez aller dans votre librairie tout près de chez vous pour le feuilleter. C'est un côté agréable aussi. Ok, allez, sur ce, passez une excellente journée et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.